Bonjour à tous, je suis Geoffrey et comme d'habitude, je fais le breaking news de la fin de semaine et comme d'habitude, on va parler de Netflix et Disney. Je vais commencer par Disney parce qu'ils ont annoncé un truc un petit peu intéressant, c'est qu'ils vont ajouter une partie sur la plateforme qui s'appelle Star et c'est pas une nouvelle plateforme, c'est vraiment un onglet qui va apparaître sur Disney+. À partir du 23 février, dans plein de pays du monde entier, notamment la France, 250 nouveaux films et environ 40 séries vont apparaître. Et clairement, l'idée, c'est d'enrichir et de nourrir leur catalogue. Parce que jusque-là, on était beaucoup à trouver qu'il était un petit peu pauvre et qu'il y avait surtout du Marvel, du Star Wars, des trucs pour la famille. Et là, l'idée, c'est de montrer que Disney, quand même, par son histoire et par tous ses rachats et tous les trucs qu'ils ont bouffés, ils ont quand même un catalogue et beaucoup de choses à montrer. Alors ça vient en grande partie du rachat de la Fox, ça vient aussi de chaînes comme Hulu, enfin de la plateforme Hulu et de chaînes comme ABC. Tout ça leur amène vraiment une variété de films assez énorme et de séries également. Côté séries, on peut citer par exemple Alias, 24 heures chrono, Sons of Anarchy, Burn Notice, il y a Glee, How I Met Your Mother, il y a Cougar Town, Desperate Housewives, on a aussi Scrubs, on a aussi Bones, on a aussi Lost, on a aussi Buffy, X-Files, bref, il y a beaucoup de choses. Côté cinéma, il y a énormément de genres différents, donc très loin de Disney. On a des films de genre comme Alien, Predator, La Mouche, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. On a des classiques, vraiment des films cultes pour des générations entières comme Good Morning Vietnam, Le Cercle des Poètes Disparus, La Ligne Rouge, À tombeau ouvert. On a du grand divertissement, enfin du pur divertissement comme iRobot, Independence Day, Titanic, Volte-Face, Speed, Starship Troopers, Logan. On a des trucs comme Marie à tout prix, Coyote Girls, bref, il y a de tout dans tous les sens. Ce qui est assez intéressant, c'est que en rapatriant tout chez eux comme ça, il y a une forme d'uniformisation qui va se mettre en place, peut-être dans le bon sens, puisque jusque-là, par exemple, Buffy, c'était sur Amazon, 24 heures chrono, c'est arrivé récemment en France sur Netflix, et il y a un peu ce jeu des chaises musicales où on se dit qu'il faut regarder quelque chose rapidement avant que ça disparaisse de la plateforme. Là, maintenant, tout le monde est en train de faire une sorte de ménage, on rapatrie ce qui nous appartient chez soi, donc peut-être que ça va un petit peu faciliter la consommation pour les gens à travers le monde. Est-ce que ça va surtout permettre de redorer l'image de marque de Disney+, qui est un peu considérée comme, par certains jusque-là, une plateforme au contenu un petit peu pauvre, un petit peu trop limité, qui va énormément miser sur Pixar, sur Star Wars, sur des tonnes de séries Marvel. On voit que jusque-là, elle mise énormément sur les grandes marques, et c'est assez logique, puisque ça a marché jusque-là, et ça va a priori continuer à marcher. Mais c'est quand même intéressant de se dire que maintenant, il y a un public qui pourra être satisfait parce qu'ils vont pouvoir découvrir ou redécouvrir des classiques, et pas juste des classiques estampillés Disney. On oublie par exemple que Starship Troopers, Disney était dans l'équation par exemple, avec une filiale de son groupe. Et c'est intéressant de se rendre compte que voilà, Disney, on peut lui reprocher beaucoup de choses, encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui, mais ils ont quand même une histoire très riche qui fait qu'il y a plein de choses chez eux. Disney Plus va donc évidemment augmenter son prix, on va passer de 6,99 à 8,99 et ça va très certainement permettre à Disney Plus de monopoliser encore plus l'attention. À titre de rappel, ils étaient à 86 millions d'abonnés à la fin de l'année. Ils ont été lancés en fin 2019. On voit à quel point, en l'espace de un an et demi, ils ont explosé les compteurs et ils sont vraiment en pole position. Et à titre de comparaison, souvenons-nous que Netflix en est à 200 millions d'abonnés depuis peu. Donc Disney est quasiment à mi-chemin. C'est assez intéressant ou effrayant selon mon point de vue. En tout cas, Star, ça arrive bientôt, en France, le 23 février. Et encore une fois, c'est un truc qui va plaire surtout parce que c'est un catalogue de fond, donc de nostalgie, plus que de nouveautés pures, puisque les nouveautés pures ne sont pas les plus excitantes jusque-là. Mais bon, attendons de voir ce que ça va donner. L'autre truc intéressant et qui m'intéresse particulièrement cette semaine, c'est qu'il y a eu de la nouveauté sur Tomb Raider. Tomb Raider, c'est des jeux, mais c'est aussi des films, et pas que, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En début de semaine, le prochain film Tomb Raider, qui n'a pas encore de titre, mais qui est la suite de celui de 2018, a trouvé une nouvelle réalisatrice scénariste. Alors on va rembobiner puisque ce film assez nul, selon moi, selon pas mal de gens d'écran large, va avoir droit à une suite qui a été annoncée depuis un long moment et fin 2019, c'est le réalisateur Ben Wheatley qui avait été engagé. Le réalisateur qui est derrière High Rise et Kill List, qui avait été engagé pour ce film, ce qui semblait un petit peu étonnant. Tomb Raider 2 devait sortir en mars 2021, donc clairement c'est pas le cas, il n'a pas été tourné. Ça a été repoussé pour X raisons, notamment une qui s'appelle la pandémie 2020 et 2021 puisque ça continue. Et ce qui est intéressant, c'est que il s'est jamais détaché du projet, pour autant il a été engagé, Ben Wheatley, pour réaliser En eau trouble 2, The Meg 2, le film de requin avec Jason Statham. Ça a traîné, tout le monde se demande à quel point ce film en fait
allait se faire, notamment avec lui. Et il se trouve que là, il y a une semaine, c'est Misha Green qui a été engagée pour réaliser et écrire ce nouveau Tomb Raider. Misha Green, elle n'est pas encore très connue, mais elle est derrière la série Lovecraft Country qui a été diffusée sur HBO l'été dernier. Elle est showrunneuse de cette série de science-fiction fantastique qui est quand même vachement intéressante. Et elle a réalisé quelques épisodes, ou peut-être un, je ne sais plus. Et elle est donc là face à son premier gros projet en tant que réalisatrice pour le cinéma. L'autre nouveauté de la semaine sur Tomb Raider, c'est que Netflix a annoncé une série animée sur Lara Croft. On en sait peu, on sait juste que ça fera suite à la trilogie récente qui est sortie de jeux qui sont sortis du côté de Square Enix. Donc ce sera la suite directe de Shadow of the Tomb Raider. Ça veut dire un peu de tout et rien puisque la trilogie composée de Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, c'était une trilogie origin story. C'est-à-dire qu'à la fin de la trilogie, on est censé arriver à juste la Lara Croft que tout le monde connaît depuis maintenant 25 ans, puisque la saga fête ses 25 ans en 2021. Ce qui veut dire qu'en gros, on n'est plus sur la naissance, la création de cette aventurière, mais juste les premières aventures de Lara Croft. C'est la première fois que Lara Croft, elle passera par la case animation, après bientôt donc 4 films au cinéma, puisqu'il y a eu 2 films avec Angelina Jolie et bientôt 2 films avec Alicia Vikander. Et au-delà de Tomb Raider, on peut s'interroger sur est-ce que l'animation c'est une bonne option pour une saga comme Tomb Raider? Je suis un peu partagé. D'un côté, j'ai envie de dire pourquoi pas, et de l'autre, je me demande si ça n'aurait pas été plus cohérent et intéressant d'adapter l'ancienne époque Tomb Raider, puisque l'ancienne époque, c'était un personnage qui faisait très BD, très comics, avec quelque chose d'un petit peu grandiloquent, les aventures, les ennemis, même le personnage et son allure avaient quelque chose de beaucoup plus extrême et cartoonesque, dans le bon sens. Et maintenant, on est sur quelque chose de réaliste, un peu plus brut, avec des choses plus concrètes, qui sont plus ancrées dans le réel. Donc je ne sais pas si l'animation est ce qui me semble pertinent pour adapter Lara Croft. En même temps, je ne sais pas, mais je me dis surtout que ouais, ça aurait peut-être été plus cohérent il y a une dizaine d'années. En tout cas, même au-delà de Lara Croft et Tomb Raider, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point Netflix il veut surtout se placer sur le jeu vidéo. Tomb Raider en série animée sur Netflix, c'est juste une nouvelle étape dans cette manière qu'a Netflix de s'approprier et de se placer sur le terrain du jeu vidéo, puisqu'on peut se souvenir, évidemment, il y a The Witcher qui est un carton sur Netflix, la saison 2 arrive, il y a une série animée qui arrive, et il y a une série en prise de vue réelle qui arrive également. Il y a aussi 2 séries Resident Evil qui arrivent sur Netflix, une série animée encore une fois sur Claire et Léon qui sont des personnages principaux et majeurs de la saga de jeux vidéo, et une série en prise de vue réelle qui sera centrée sur les enfants de Wesker, je ne sais pas pourquoi, qui est un grand méchant de la saga de jeux vidéo. En plus de ça, on a des projets de séries autour de Assassin's Creed, Final Fantasy, Sonic, Splinter Cell. Il y a un film The Division qui est attendu, je sais pas, il est annoncé depuis des années avec Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain. Bref, on voit que pour Netflix, c'est un fonds de commerce de jeux vidéo et c'est tout à fait logique et naturel et stratégique. C'est énormément de fans à travers le monde. C'est une manière de rassembler plein de générations. Tomb Raider, par exemple, ça réunit plein de générations. Final Fantasy aussi. C'est à la fois quelque chose, le jeu vidéo, qui est omniprésent chez Netflix quand on voit des choses comme The Old Guard ou Tyler Rake, c'est des trucs qui sont conçus quasiment comme des jeux vidéo. Donc on voit qu'il y a un fonds de commerce de jeux vidéo qui est déjà très présent, qui a déjà fait ses preuves sur Netflix, et c'est juste très intéressant pour eux, d'un point de vue stratégique encore une fois, de se mettre sur des marques aussi célèbres que Splinter Cell ou Tomb Raider. Ce qui est intéressant également, c'est de se dire qu'avec des succès comme Sonic au cinéma ou Pikachu et le prochain film Mortal Kombat qui arrive, on voit que, je ne vais pas dire un renouveau, parce que finalement les jeux vidéo n'ont jamais cessé de nourrir le box-office ou le désarroi des fans avec par exemple les films Resident Evil, mais on voit que c'est comme une machine qui tourne de plus en plus, et quand on voit une machine de guerre comme Netflix se placer dessus et lancer plein de séries sur de grandes marques, on peut dire que clairement il va se passer beaucoup de choses. Je ne sais pas si on va pleurer ou si on va être content, mais en tout cas je regarderai la série Tomb Raider avec curiosité et beaucoup de prudence, je pense. Dernière chose, c'est qu'on va rendre hommage à une grande actrice américaine, Cloris Leachman, qui est décédée le 27 janvier à 94 ans. Alors peut-être que le nom ne vous dit pas grand-chose, mais ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle peut évoquer beaucoup de choses pour plein de générations de cinéphiles et sériphiles différents. On va citer 3 rôles de Cloris Leachman. On va citer la femme au foyer, un petit peu désespérée, plongée dans la solitude de la dernière séance de Peter Bogdanovich. On va citer la gardienne de la demeure de Frankenstein dans Frankenstein Jr. de Mel Brooks. Et enfin, on va citer le rôle de la grand-mère clope au bec, complètement tarée, de Malcolm, la série culte. Cette actrice, Cloris Leachman, avait commencé sous une bonne étoile. Elle avait tourné dans 4e vitesse de Robert Aldrich, qui est un film culte. Elle est apparue dans Butch Cassidy et le Kid, on l'a vu dans La 4e dimension, bref, beaucoup de choses depuis des années.
Mais on va vraiment revenir sur ces 3 rôles spécifiques et surtout principalement la dernière séance qui était un magnifique film. Dans ce film de Peter Bogdanovich, sorti en 71, elle a donc le rôle de cette femme au foyer désespérée qui est mariée à un homme homosexuel et qui tombe dans les bras d'un jeune homme, un des héros du film, un adolescent qui sort du lycée. Et c'est amusant puisque pour l'anecdote, le réalisateur Peter Bogdanovich savait dès la lecture du scénario que pour lui c'était un rôle à Oscar. L'actrice Ellen Burstyn avait le choix entre plusieurs rôles parce qu'il voulait absolument la caster. Elle a refusé le rôle de Ruth, la femme au foyer du film qu'a joué Cloris Leachman. Et ce qui est amusant, c'est que Cloris Leachman a réellement eu un Oscar du meilleur second rôle, comme le réalisateur l'avait prédit. Et elle l'a remporté face à Ellen Burstyn, justement, qui était elle aussi nommée pour le film dans un autre rôle. On peut également se souvenir que Cloris Leachman, elle a joué dans pas mal de films de Mel Brooks, notamment donc Frankenstein Jr. Donc elle était très proche de ce grand maître de la comédie. Elle a traversé un peu sa carrière du début à la fin. Et il lui a rendu un hommage, évidemment, quand elle est morte il y a quelques jours. Et enfin, on peut citer Malcolm, la série culte, parce que c'est quand même amusant de se dire que je pense que le rôle de la grand-mère complètement folle, on s'en souvient tous, et pourtant, Cloris Leachman n'est apparu que dans 11 épisodes. C'est quand même très peu sur une série qui a duré aussi longtemps. Et pourtant, on voit à quel point ce rôle et son interprétation et l'écriture de ce personnage vraiment étaient géniales. Et on peut se souvenir notamment de cette scène absolument mémorable où elle sauve Dewey sur la route et se jette devant un camion. Ça rappelle à quel point cette série elle est géniale et ça donne envie de la revoir. Pour conclure, j'ai juste envie de vous dire de voir ou revoir la dernière séance parce que c'est un film magnifique vraiment. C'est l'histoire de 2 jeunes hommes, 2 adolescents qui sont aux portes de l'âge adulte. C'est une histoire sur la découverte de l'amour, du sexe et de toutes les emmerdes de la vie. C'est une histoire sur aussi un cinéma qui ferme ses portes, ce qui a un certain sens un petit peu amer en 2020-2021. C'est un film avec Jeff Bridges et Cybill Shepherd qui sont magnifiques tous les deux. Et c'est un très grand film. Et je pense que c'est la meilleure occasion pour lui rendre hommage, c'est de revoir ce film. Parce que dans l'absolu, c'est vraiment un film qui est vraiment super beau. C'est un film très délicat, c'est dans un noir et blanc magnifique. Et c'est l'occasion parfaite pour le voir, le revoir ou le faire découvrir à quelqu'un. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, un bon 3e confinement. Oups. Et à bientôt. Salut. PS, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous à la chaîne Écran Large, on est super, on a besoin de vous, on a besoin de vos commentaires. Dites-nous tout ce que vous pensez de bien et de mal sur nous. À bientôt.